Bonjour tout le monde, oui ça marche. Alors, moi je suis connu sur les forums comme David Alpha et dans la vraie vie je suis David Robert et je suis membre du conseil d'administration de la Fédération française de jeux de rôle. Parfait. Bonjour, moi je m'appelle Mélisande. Sur les forums, je suis connue sous le nom de Kinella et je fais partie du conseil d'administration d'Opel Rollist. Voilà. Bonjour, je ne vais pas trop sur les forums, mais non, mais alors, je suis sur la caution chercheur ici, donc je suis docteur en sciences de l'information et de la communication, je m'appelle David Perron et j'ai fait une thèse sur la culture geek qui évidemment inclut la question du jeu de rôle et de tout l'univers culturel qu'il y a autour. Voilà. Bonjour tout le monde, mon nom est San Steve, je fais partie notamment de l'équipe de rédaction du magazine Dissident, aussi collaborateur au Fix, et je fais aussi partie en Suisse d'une association suisse Imaginaire pour la promotion du jeu de rôle et la création de nouveaux jeux. Bonjour à tous, Farid Ben Salem. Moi, je suis pas sur les forums non plus, mais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je promeus à fond le jeu et surtout le jeu de rôle. Et je le fais aussi auprès de mes élèves en grande école et université. Donc j'enseigne le game design jeu de table, c'est-à-dire jeu de plateau, jeu de rôle. Et on va dire les livres dont vous êtes le héros aussi, parce que c'est pratique à enseigner, à mettre en place. Puis voilà, plein de choses. Et je vous présente Isabelle Perrier. Moi, tout le monde me connaît. Ah zut. Ouais, donc moi la première question que j'avais, c'était au fond plutôt par rapport à mon domaine de. Moi, pour mon travail, c'est plutôt la sociologie des pratiques de jeu. Il me semble qu'il y a un moment, enfin, du point de vue de la recherche en sciences sociales et particulièrement de la sociologie des pratiques culturelles, ce qu'on voit, c'est que les années 80-90 en France marquent quelque chose, ce qui serait le moment rôliste, c'est-à-dire ce moment d'activité où on voit émerger des clubs et une pratique un peu importante. On pense bien sûr au travail de Laurent Trémel, pionnier dans ce domaine, première étude sur le jeu de rôle en France, dans une perspective sociologique, qui montre en fait l'importance notamment des classes moyennes dans ces pratiques-là, d'une pratique très très masculine. Et puis après, un peu de disparition des radars de la recherche dans le jeu, dans le domaine du jeu de rôle, enfin du point de vue universitaire. Donc ma question, ce serait un peu, que reste-t-il du jeu de rôle aujourd'hui ? Je prends la main. Écoute, on peut se tutoyer ? On peut se tutoyer. Le jeu de rôle va très bien. Il est en excellente santé. Et il s'est peut-être même jamais aussi bien porté. On peut dire, beaucoup le disent en tout cas, qu'on vit une sorte de second âge d'or du jeu de rôle. Et effectivement, notamment avec l'apparition des médias sociaux, avec aussi différentes expressions rôlistes assez nouvelles, on a un regain, un engouement, des anciens qui reviennent. Et en tout cas, moi, depuis le début des années 80, je trouve que c'est la période la plus fertile. Mais donc ça veut dire quand même qu'il y a eu un creux. Oui. Oui. Et donc c'est vrai que d'un point de vue historique, il y a des choses intéressantes qui sont passées avec le jeu de rôle, particulièrement en France, où on a été le deuxième pays du jeu de rôle au monde pendant très longtemps. Il y a eu certains creux au début des années 90 pour plein de raisons. Panique sociale en premier lieu, autour de, on en a parlé déjà juste ce matin, de la peur des jeux de rôle qui amènent dans les sectes, etc. Mais qui est un classique de la culture populaire. Dès qu'il y a un nouveau support qui arrive, il faut qu'il y ait des paniques. Ce qui est intéressant en France dans l'histoire du jeu de rôle des années 80, c'est que moi qui ai travaillé sur la culture geek, donc sur une culture plus globale, mais dans laquelle clairement le jeu de rôle a un rôle fondateur, surtout en France, c'est qu'aux États-Unis, quand cette culture geek, nerd, ce qu'on veut, est arrivée, c'est plutôt par les comics et les boutiques de comics. En fait, c'est important qu'il y ait un lieu de rendez-vous. Parce que le jeu vidéo, voilà, ça se passait entre personnes, les campus étaient très grands, il fallait qu'il y ait des lieux, et c'est la boutique de comics qui était le lieu où on allait aussi acheter des manuels de jeux de rôle, où on allait aussi acheter les premiers mangas quand ils arrivaient aux États-Unis, les comics, et plein de jeux, des figurines. Et en France, c'est la boutique de jeux de rôle qui a incarné ce lieu de sociabilité ludique globale, où aussi on pouvait acheter des bouquins de SF, même encore aujourd'hui dans les boutiques de jeux de rôle. Il y en a une que j'adore à Lyon qui s'appelle Trollune, dans lequel on peut acheter des jeux de rôle, on peut acheter des livres, on peut acheter tout ce qu'on veut, des figurines évidemment à peindre, des Warhammer. Et donc ça incarne aussi et le club de jeux de rôle a incarné ça aussi, un lieu de sociabilité, et c'est ça qui revient aujourd'hui, c'est cette idée que ça a été pionnier, donc du coup ça,
comme en général les premiers sont les premiers à gagner quand ça revient. Ça revient comme ça, oui. Ce qu'a apporté le jeu de rôle en France, c'est cette possibilité de se réunir dans des endroits où les directeurs des boutiques étaient assez sympas pour laisser un arrière-fond. On pouvait jouer aux cartes Magic, aux jeux de rôle, etc. Alors, je vais enchaîner, je sais pas, ça marche. Ouais, vas-y, prends-le, ouais. Rapproche-le. Ouais. Ouais, comme ça. Alors, là, tu parlais d'une matrice qui permet d'arriver au jeu de rôle. Il y en a une autre matrice, c'est les grandes écoles, les universités, le lycée. Je crois qu'on est pas mal passé par là. Moi, mes premières armes, c'était au lycée, il y a très longtemps, plus de 30 ans. Et alors, là, c'est ma petite expérience à moi. Hein. Moi, ça fait 6-7 ans que j'enseigne de cette façon. Et je me permets de faire un constat sur ces différentes années et une progression. Alors, on parlait d'un milieu masculin. Moi, je remarque avec mes élèves, donc j'ai environ entre 100 et 200 élèves par an, différents des années précédentes, de plus en plus de femmes, de plus en plus de filles se mettent au jeu de rôle, je remarque, et ont l'air plus intéressées. On a longtemps cru que le jeu vidéo allait tuer le jeu de société, le jeu de table, pour être plus général. Et il s'avère que c'est le contraire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les MMO, donc les jeux en ligne multijoueurs, n'apportent plus rien de nouveau. Et les joueurs finissent par se lasser. Et quand... moi, ça va, je suis prof, hein, des fois je peux imposer des choses, c'est cool. Et quand je leur parle d'autres univers ou d'autres supports de jeu, comme le jeu de rôle, là, tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a beaucoup plus de possibilités que ce qu'on peut avoir avec les jeux vidéo. Et du coup, ça devient une échappatoire pour eux et du coup, une nouvelle expérience. Et là, ils se plongent, comme nous on l'a fait il y a longtemps, ou peut-être plus récemment pour certains, ils se plongent à fond dedans. Tu mentionnais la présence de plus en plus grande des femmes et des filles. Et aussi, je vois aussi, c'est l'étalement des générations. On voit maintenant des quarantenaires, des cinquantenaires, des soixantenaires d'un côté, et de l'autre côté, on voit aussi des jeunes, la possibilité aussi d'avoir des enfants autour de la table. Et tout ça se mélange et vit la même histoire. Ouais, là, ça devient intergénérationnel. Hein. On est la première génération de joueurs, de vrais joueurs, qui en ont, et de joueuses. Hein. Et du coup, naturellement, comme on le fait pour notre culture plus ou moins geek, on a envie de transmettre à nos enfants, donc Goldorak, Candy, etc., Albator et d'autres, et évidemment les jeux aussi, donc les jeux vidéo, les jeux de rôle, les jeux de société. Et là, encore une fois, c'est aussi une autre approche, une autre matrice de découverte du jeu de rôle. Mais est-ce que ce sentiment en fait d'un renouvellement, c'est ça que vous semblez partager en fait, est-ce qu'il se traduit en termes de pratique ou il se traduit par la visibilité de cette communauté rôliste par Internet? Mais ce que je veux dire, c'est deux choses différentes. Est-ce que vraiment il y a une espèce de renouveau en termes de pratique, on voit émerger des jeunes qui apparaissent au jeu, ou alors est-ce que c'est Internet qui a rendu visible cette communauté-là, qui est d'ailleurs très active, je crois que cette journée en témoigne. Hein. Est-ce que c'est les deux peut-être? Est-ce qu'il y a vraiment un renouvellement? On voit émerger des jeunes, des pratiques plutôt jeunes. Est-ce qu'il y a un renouvellement des pratiques voilà. Alors, effectivement, il y a... Bon, la question, c'est est-ce que c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins? Bon, non, effectivement, il y a un souci au niveau des clubs, hein, mais ça repart. Et je vais donc passer le micro à ma voisine pour qu'elle nous parle un peu de ce qui se fait au niveau d'Opale, parce que en fait, effectivement, il y a toute cette visibilité dans les médias sociaux. On se parle beaucoup entre nous. Mais il y a aussi toute une partie de la population rôliste qui joue de son côté, qui est parfois des amis, des petites équipes un peu isolées. Et, donc les pratiques sont très diversifiées. Merci David. Alors moi, avec Opale Rôliste, on peut remarquer effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé en fait à rechercher des MJ des joueurs. Opale est en fait un forum pour chercher des MJ et des joueurs. Et donc, il y a des groupes qui sont créés. Il y a des associations aussi qui étaient déjà là. Donc, on peut trouver une association dans une région ou une autre. Et on a énormément de petits groupes qui sont formés au fur et à mesure des années. Donc, c'est un peu difficile de les dénicher. Mais voilà, de temps en temps, on a des personnes qui arrêtent pendant 10, 20, 30 ans, qui ont besoin de retrouver en fait le goût du jeu de rôle ou qui ont fait une partie quand ils étaient effectivement enfants, à 8 ans.
et qui reviennent en fait, qui redécouvrent ça. À côté, on a aussi les conventions, où la FFJDR est aussi vraiment très présente, du coup, et on a un certain nombre de conventions. Cette année, nous, on en a visé à peu près 22, où on va justement vers le public pour faire de la formation, de l'information et de la formation avec l'initiation pour le public sur des formats environ de 30 minutes à 2 heures, selon les conventions. Et on a des enfants, ça dépend des conventions. Je crois que les Utopiales, on a quoi ? Il y avait cette année, merci. Oui, effectivement, bon, il y a, ça on a pratiqué aussi. Il y a une volonté d'ouvrir au jeune public, donc il y a de l'initiation aux Utopiales. Manu et moi, aux Utopiales, il y avait. 80 gamins de moins de 12 ans, et puis entre 12 et 16. Voilà. Donc il y a cette volonté effectivement d'ouvrir aux jeunes générations. Et tu disais tout à l'heure, on est les premiers rôlistes qui en ont. Alors tu voulais dire des enfants, hein, bien sûr. Donc effectivement, voilà, c'est peut-être aussi ça qui nous amène à avoir cet intérêt-là. Et puis, alors on est à peu près tous d'accord sur ce retour. Et en effet, peut-être que tout le monde n'a pas le temps ou l'envie forcément de... Parce que ça peut être un peu chronophage, jeu de rôle, etc. Pas forcément d'ailleurs, il faut détruire ce cliché. Mais ce qui est intéressant avec ce retour aussi, c'est que ça ramenait un retour du ludique, globalement. Alors, le jeu vidéo a fait aussi pour ça, et Internet et tout, mais l'esprit jeu de rôle, finalement, on pourrait dire qu'il y a un esprit jeu de rôle, une culture jeu de rôle, qui a imprégné une énorme part de la culture populaire aujourd'hui, et où on a des jeux qui ne sont pas tout à fait des jeux de rôle, mais un retour du jeu de société, par exemple, qui sort du Monopoly, du Cluedo, qu'à l'époque où j'ai grandi moi, c'était difficile de trouver des jeux de société qui sortaient de ça. Aujourd'hui, n'importe quelle boutique de jeux dit attendez, vous n'avez pas acheté un truc comme tout le monde, la bonne paye, c'est fini, quoi. Et ça vraiment, c'est lié à cette culture rôlistique, parce que souvent, ces jeux-là sont des jeux, genre les jeux Battlestar Galactica, les jeux Seigneur Zeno, où on peut jouer pendant des heures. Ce sont des jeux qui sont très très proches des mécaniques du jeu de rôle, mais adaptés à un public qui n'a pas forcément envie, ou n'est pas prêt encore à passer le cap, mais du coup, c'est une forme d'initiation aussi. Et cette culture ludique fait partie de la nébuleuse de l'écosystème jeu de rôle, et là, elle est en pleine explosion aujourd'hui. Tous les chiffres de vente de jeux le montrent assez bien. Explosion du côté ludique, aussi explosion, je dirais, du côté geek. Hein. Le geek, c'est chic maintenant. Donc, il y a plein de conventions, etc. Et je pense que c'est peut-être aussi des pistes à aborder. C'est de faire en sorte que le jeu de rôle fasse entièrement partie des familles, des cultures geeks et en faire des ponts de l'un à l'autre, par exemple, sur les grandes conventions. Ouais, je crois que la revanche des geeks, on y est à fond, là. Notre revanche, peut-être. Alors, moi, je mets un bémol parce que je suis à fond dans le jeu, jeu sous toutes ses formes, le jeu et le jeu de rôle entre autres. Mais c'est marrant parce que encore maintenant, je rencontre des personnes qui ont entre 30, 40, 50 ans. Et des fois, quand j'entame une discussion avec eux, je ne les connais pas au départ, et que je leur parle de jeu et de jeu de rôle. Et il y en a encore qui me disent « Ah ouais, le jeu de rôle, ouais, j'ai essayé une fois, mais c'est fini tout ça, ça veut plus rien dire. » Alors moi, j'ai du mal à être objectif. Pour moi, le jeu de rôle a toujours existé, existera toujours. Et je suis toujours étonné d'entendre ça et que je pense, pour être honnête, qu'une bonne partie de la population pense le contraire et est plutôt pessimiste, négatif à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cet état de fait. Alors, on a fait une fois une promotion du jeu de rôle dans une FNAC. Alors, il y a eu annonce au haut-parleur. La première personne qui est venue, elle était là en train de dire « Mais c'est pas vrai, ça existe encore !» C'était tout à fait ça. Ouais. Le combat n'est pas fini. C'est assez vrai parce que souvent, ça m'est arrivé récemment de faire pas mal d'interventions médiatiques du fait que je suis estampillé Monsieur Geek un peu. Et souvent dans les médias, on me dit c'est bon, les geeks ont gagné parce qu'ils avaient Marvel au cinéma, Star Wars qui revient, un nouveau Jurassic Park et un nouveau Terminator. Il dit que maintenant la culture geek c'est mainstream, c'est fini, vous n'avez plus rien à... Et je réponds toujours, combien de personnes jouent au jeu de rôle dans votre famille Est-ce que vous savez ce que c'est le jeu de rôle? Ah non, pas du tout. Et en fait, pour la culture geek a gagné parce qu'il y a des icônes extrêmement, mais qui étaient déjà mainstream il y a 30 ans. Star Wars c'est déjà mainstream en 77. Mais qui certes ont été appropriés par certaines pans de la culture geek ou de la culture populaire ou des fans, mais qui aussi n'importe quel parent emmène leurs enfants avec plaisir, quoi. Et donc je leur dis attention, le jeu de rôle ça n'est pas mainstream et peut-être d'ailleurs ça le sera jamais, peut-être un peu tant mieux, parce que ça nécessite une culture, ça nécessite un engagement, ça nécessite du temps. Et il faut que ce soit démocratisé, il faut que ce soit accessible, mais mainstream où tout le monde peut le pratiquer, justement, si encore les inquiétudes, ça montre que tout le monde ne connaît pas. Donc quand on dit les geeks c'est chic ou on a gagné, il y a du travail encore et peut-être c'est intéressant, ça nous permet de bosser nous. Mais...
Moi, je reviendrais bien sur le problème des supports, en fait, parce qu'on a parlé des petits jeux de société qui sont un pont vers. Est-ce que parce qu'il y a beaucoup d'associations et de gens qui, Opal, la FFJDR, qui sont très dévoués. Mais est-ce qu'il y a aussi des supports qui permettent de franchir le pas? Parce que c'est bien de jouer Il était une fois, mais ça fait quand même pas faire du jeu de rôle, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas un déficit dans la production, en fait? Est-ce que c'est pas difficile de sauter le cap? Et comment on fait? Qui sont les vecteurs pour... Est-ce que maintenant, il y a encore des jeunes qui sont dans une boutique et qui disent je voudrais jouer à un jeu, ah bah viens petit, va faire du jeu de rôle. Enfin, comment est-ce qu'on peut... Alors... Oui, alors effectivement, ça sera difficile de découvrir comme ça en entrant dans une boutique, parce que comme tu viens de le dire, maintenant le rayon jeu de rôle a tendance à se retirer sur des positions préparées à l'avance, hein, l'étagère du bas dans l'arrière-boutique, et effectivement, il n'y a plus cette visibilité qu'on pouvait avoir quand on entrait dans une boutique de jeux de rôle il y a 20 ou 30 ans. Je me souviens encore de la première fois où je suis rentré dans une boutique de jeux de rôle, à l'épée des lundis, la reine, et il y avait sur l'étagère, il y avait la boîte rouge de Donjons et Dragons. Voilà, et ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Alors il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, effectivement, comme tu le pointais, il n'y a peut-être pas beaucoup de jeux qui soient effectivement propices à l'initiation avant 12, 14 ans, quoi. Effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Ou alors, il faut prendre des jeux qui sont... et les adapter, les simplifier, enlever certaines approches ou thématiques un peu plus adultes. Bon, enfin, effectivement, c'est pas si évident que ça. Tiens, moi, tu veux y aller, Mélisande ? Alors, justement, là, je rebondis là-dessus. J'ai une élève, la Marion Tamari, qui a fait un mémoire de fin d'études concernant justement comment faire découvrir le jeu de rôle au grand public. Et son point de vue à elle, donc elle a beaucoup travaillé dessus. En plus, ça tombe bien parce qu'elle a découvert le jeu de rôle avec moi l'année dernière, donc ça faisait à peu près 1 an et demi qu'elle était dessus. Et elle, sa théorie, c'est pour les personnes qui sont en visite dans des boutiques de jeux, alors spécialisées ou un peu plus grand public, c'est l'intermédiaire, hein, c'est pas encore de la grande surface, c'est de faire du jeu de rôle sous forme de boîte, très proche d'une boîte de jeux de société, et afin de mieux attirer le chaland, donc le grand public, vers le jeu de rôle. C'est sa théorie. Donc elle pense que ça sera mieux intégré en termes de produits dans les rayons. Il me semble qu'il y a eu que Wizard avait essayé avec des versions de donjons en jeu de société. Ouais, tout à fait, ouais. Ça avait été plutôt débile, non? Je sais pas, je demande. Hein. Tu parles du jeu de plateau Donjons et Dragons? Ouais, ils avaient fait un truc d'initiation, jeu de rôle, jeu de plateau. Oui, en fait, pas mal de monde s'y a essayé. Hein, et d'ailleurs, il y a plusieurs éditions de Donjons et Dragons en format plateau. Ça a connu un certain succès. Il y a eu plusieurs tentatives. Jeu des cartes a fait un peu la sienne à sa sauce avec Donjons et Dragons. Par contre, je ne sais pas si c'était un bon biais pour découvrir le jeu de rôle. Je n'ai pas de réponse à ce niveau-là. Ouais. Alors moi, je vais juste rebondir un petit peu sur ce que disait en fait David tout à l'heure. On parlait en fait du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux de rôle en fait qui étaient adaptés pour s'initier. Moi, je vais donner ma propre expérience personnelle. Je suis arrivée à Opal, je connaissais absolument rien du jeu de rôle. On m'a amené là, j'étais complètement perdue. J'aurais pris un jeu de rôle dans une boutique, j'aurais même pas su comment faire. Donc effectivement, c'est pas qu'une question de jeu de rôle. Le jeu de rôle est accessible en soi, mais c'est plutôt comment s'immerser, enfin comment dire, rentrer en fait dans cet univers du jeu de rôle et de l'imaginaire, parce que parfois on a un petit peu de mal, on est tellement contraint par la vie, par tout ce qu'on vit autour, par des limites, qu'on a du mal à parfois les repousser. Parce que quand on est enfant, on a beaucoup d'imagination, et avec le temps, t'entends, c'est un peu plus difficile. Voilà. Bon, et après, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, David. Oui, toi. Le toi. J'ai les deux David. C'est bien, je suis bien entourée. Et voilà. Bon, après, on a plein de plateformes pour jeux de rôle. Moi, je vois en fait une autre expérience, c'est le flash mob. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent en fait le flash mob, et je me suis rendu compte un jour qu'en fait, on avait plein de médias sur Internet qui nous relayaient sans rien avoir demandé.
Et en fait, grâce à ça, les gens ont connu, etc. Et donc moi, j'applique en fait, c'est dans un des axes de communication qu'on va avoir avec Opal Release, par exemple, c'est d'aller communiquer, voilà, par exemple, sur les rencontres bimensuelles qu'on fait sur des plateformes. Il y a Soirée Geek qui est là, il y a tous les sites geeks qui peuvent vous relayer. Vous avez aussi les journalistes, les youtubeurs, les blogueurs. Ça, c'est du contenu gratuit. Et en fait, plus vous êtes visible sur la toile, plus vous avez de chances qu'on parle de vous. Si vous voulez vraiment que les gens apprennent à connaître le jeu de rôle, il y a une partie d'immersion, effectivement, dans l'imaginaire, mais il y a aussi une connaissance. Parce que moi, quand je mets jeu de rôle sur mon CV, les gens, ils pensent un peu à autre chose, en fait. Et c'est pas cool. Mais ça, c'est un des problèmes qu'il y a dans les enquêtes, quand on fait des enquêtes quanti sur les pratiques de jeu. Sur la dernière qu'on avait faite, qui était essentiellement sur le jeu vidéo, on avait quand même essayé de mesurer les pratiques de jeux de société des Français en général. Hein. Donc on a des déceptions. C'est le solitaire qui est le plus joué en France, en jeu vidéo. Et en fait, on avait fait un petit item jeu de rôle en fait. On demandait aux gens, est-ce que vous êtes joueur de jeu de rôle ? Et en fait, on pouvait pas traiter la question parce que les gens nous mettaient Zelda. En fait, quand on posait aux jeunes, en fait, ils disaient oui, je joue au jeu de rôle et je joue à Zelda. Donc du coup, c'est très difficile à mesurer. De quoi ? C'est très difficile. Enfin, ça fait penser à ça. Ouais, mais ça revient à une question qu'on a dit qu'on aborderait, qui est récurrente, c'est la question, et que Anne Besson résume très bien dans ses bouquins aussi, c'est la question de la compétence générique. C'est-à-dire qu'au fond, on a parfois l'impression, quand on est très immergé là-dedans, quand on joue depuis longtemps, qu'il y a plein de savoirs qu'on oublie, qu'on laissait. Et donc, ça nous paraît naturel. Et souvent, quand j'ai fait un entretien avec des jeux de rôlistes, ils m'ont dit une espèce de trope comme ça qui revient, de cliché de mais je comprends pas parce que le jeu de rôle c'est hyper facile, on est juste avec des copains autour d'une table, on raconte une histoire. Et ça, c'est un très bon moyen de communiquer pour vendre le jeu de rôle, mais en vrai, c'est plus compliqué que ça. Et donc, c'est la communication. Et souvent, c'est parce qu'ils étaient un peu militants du jeu, ce qui est normal. Mais c'est vrai, c'est valable pour le jeu vidéo. Tu en parles aussi dans ton livre sur le jeu vidéo. Il y a des compétences à acquérir, notamment au niveau des genres. J'ai par exemple un exemple très simple, un rôliste que j'ai interviewé qui me disait au début, je savais pas ce que c'était un elfe, comment ça doit jouer un elfe. Parce que je connaissais pas trop la fantasy. Et en fait, pour lui, ce qu'il voulait dire, c'est qu'un elfe, traditionnellement, dans la fantasy, c'est plutôt un peu efféminé, il volait dans la forêt, il chante des chansons, enfin, le cliché de Donjon Halbuck. Hein. Mais par rapport à un nain qui est très brut, etc., pour nous, c'est évident ça, parce qu'on a lu beaucoup de fantasy, qu'on est habitué à ces clichés-là. Donc on a acquis la compétence générique, et parce que, justement, il y a les films de fantasy, les jeux de fantasy, etc. Mais quand on n'a pas cette compétence-là, pour incarner le roleplay vraiment pur, c'est pas facile, et donc ça nécessite une culture partagée globale, alors ça dépend des jeux, évidemment, mais pour les jeux les plus joués, c'est souvent le cas. Et donc ce qui fait qu'en effet parfois ça peut être difficile quand on rentre dans cet univers où tout le monde a des références hyper pointues ou des petites blagues de geek pour le coup, et qu'on se sent un peu perdu. Olivier Caïra raconte très bien ça dans son bouquin aussi. Il raconte des parties de jeux de rôle avec des gens qui étaient perdus, qui ont détesté ça et qui sont revenus plus tard en disant mais j'adore en fait, mais qui sont arrivés dans une partie avec des habitués d'un groupe qui se connaissent super bien, qui a des références communes et qu'en plus font des blagues de la base de 42 et de trucs geeks un peu pointus, et mais je ne comprends pas. Donc cette compétence qu'on acquiert, elle est super importante, ouais. Peut-être, je sais pas si... Je m'invite à la table ronde, pardon. Voilà, donc je voulais témoigner d'une expérience, parce que moi, en 2006, j'arrive à Nantes, je cherche une association de jeux de rôle. Je tombe sur une association de jeux de rôle qui s'appelle Axis Ludis, qui a intégré un collectif qui s'appelle la Maison des Jeux, qui a pour objectif l'éducation populaire. Et donc, ça fait 10 ans que j'essaie d'évangéliser autour du jeu de rôle à Nantes. On a essayé plein de trucs, on a été sur la plage, on a été dans la rue pendant la journée du jeu, on a été dans des hôpitaux, on a fait jouer des enfants, des vieux, voilà. C'est très très rare quand les gens, après une partie de jeu de rôle, nous disent « mais où est-ce que je peux jouer ?» C'est ultra rare. Moi, j'ai généré une quantité impressionnante de casual gamers, j'ai pas généré beaucoup de rôlistes. Hein, je pense à monsieur qui crée des jeux. On voit que la tendance du board game n'est pas à la partie longue de 4 heures. Hein. On est sur une tendance à réduire les formats. Et clairement, quand on arrive aux gens en disant vous avez 2 heures ou 3 heures pour faire une partie de jeu de rôle, c'est pas possible. Opal partage cette expérience. L'idéal, c'est le format de Johan Scipion avec Sombre. Hein. C'est une partie en une demi-heure. Une demi-heure, règles expliquées, vous jouez au jeu de rôle. Alors, voilà. Et enfin, j'apporte ma pierre pour. Je crois qu'il y a d'autres questions, on peut les prendre maintenant. Effectivement, je sais que par exemple la Fédération française de jeux de rôle a tenté à plusieurs reprises d'instaurer un format court, alors
qui est de l'ordre effectivement une demi-heure, 40 minutes, notamment lors de parties de démonstration, d'initiation, par exemple à la Bibliothèque nationale, des tables ouvertes, où les entrées-sorties peuvent se faire en continu. C'est une expérience un peu différente de celle qu'on a pu connaître quand on disposait de beaucoup de temps, quand on était étudiant, comme tu disais là, et qu'on jouait facilement 10-12 heures sans s'interrompre. Je pense que ça participe aussi de cette diversification des pratiques. Il y en a aussi qui ne s'intègrent pas finalement dans la partie, qui assistent simplement et qui sont là pour écouter, pour entendre une histoire, et ça leur suffit. Moi, je vois ça assez souvent lorsque je fais des initiations, effectivement, auprès du grand public. Ils n'osent pas prendre la parole, et l'histoire leur suffit, ils sont contents. Mais on ne va pas transformer l'essai. Effectivement, ils ne vont pas ensuite acheter un jeu ou se mettre à maîtriser ou à s'inscrire dans un club. Ce que j'ai aussi comme expérience un peu sur la remarque, c'est que à la fin d'une séance d'initiation, montrer ensuite quelques exemples de jeux, ça peut être bénéfique, mais il faut faire attention. Si on montre Donjons et Dragons épais comme ça, Wissine épais comme ça, tout de suite, c'est une réaction de rejet. Et il faut vraiment aussi avoir le jeu plus simple, qui peuvent justement avoir en main en très peu de temps. Donc le temps que les gens ont à consacrer au jeu est limité, même si c'est vrai, quand on les voit jouer aux jeux vidéo, on les voit jouer très très longtemps. Sur les statistiques, les pratiques de jeu sont en extension complète. En fait, c'est la multiplicité qui fait que c'est le jeu vidéo qui a gagné là-dessus, sur les temps longs. Après, je pose une question, parce que étant prof aussi, je me pose la question de la lecture. Et on entend tout le temps se plaindre que les gens lisent plus, gna 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 gna. En fait, j'ai trouvé un article de quelqu'un qui tendait à corroborer quelque chose que je pense, c'est qu'en fait, il y a surtout une proportion stable de la population qui est lectrice. Et que, évidemment, dans une société de démocratisation du savoir, c'est scandaleux. Enfin, ça paraît scandaleux, ça l'est pas. Et je me demande s'il n'y a pas juste une proportion stable de rôlistes. Il y a des gens qui veulent répondre. Moi, en fait, je me pose la question par rapport à l'initiation, parce que on pourra parler longtemps, mais je suis papa, j'ai 5 gamins, j'initie mon gamin qui a 4 ans, on fait du jeu de rôle ensemble. Je me demande, mais est-ce que le problème du jeu de rôle, c'est pas simplement le ticket d'entrée? Enfin, je veux dire, on a des jeux de rôle on parle de briques, etc. À côté de ça, on a des jeux de rôle, en effet, sombres ou d'autres. Je pense à Tranchons et Dracons, qui est un jeu de rôle que j'aime bien, ou Mini Donjon, malheureusement, il n'est pas encore publié. Pourtant, c'est une petite merveille de jeu de rôle qui permet d'initier en 10 minutes. Et qui permettent de lancer vraiment la machine sur une partie d'une demi-heure. Moi, avec mes gamins, on joue tous les week-ends, mais on joue parfois une demi-heure, 1 heure. On fait une scène, 2 scènes. Et il n'y a pas de ticket d'entrée parce que, je ne vais pas faire la pub de ce que je crée, mais j'ai créé On disait que, c'est un jeu de rôle où mon gamin de 4 ans, il n'a pas besoin de savoir lire pour jouer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que le problème de l'initiation du jeu de rôle, de la création de nouveaux rôlistes, c'est pas le ticket d'entrée? On a tendance un peu, à ce niveau-là, à être un peu élitiste, me semble-t-il. Je crois que pour le ticket d'entrée, on a un peu de tout. On a du jeu de rôle gratuit, du jeu de rôle à 60 € le bouquin, type Star Wars et Shadowrun, etc. Mais qui offre un matériel conséquent et de toute beauté, et qui satisfait beaucoup de joueurs, ne serait-ce que pour la lecture d'ailleurs. Je dirais Isabelle. Alors, moi j'ai envie de répondre à plusieurs choses. Il va de soi que ce sont les meneurs de jeu qui sont nos chevaliers, nos apôtres du jeu de rôle. Je pense que, c'est mon avis, découvrir le jeu de rôle sans personne qui est déjà masterisée, pour moi c'est impossible. Je pense qu'il faut toujours un meneur de jeu qui connaisse le jeu de rôle et qui initie des personnes qui n'y ont jamais joué. Découvrir le jeu de rôle tout seul, j'ai tenté moi il y a longtemps, mais c'était... Je ne sais pas si on peut appeler ça du jeu de rôle. Et heureusement, je suis arrivé au lycée, puis il y avait un club, etc. Le midi, au lieu de manger, on se retrouvait dans une classe et on était à 25 à se battre pour avoir le player handbook. Et concernant... Alors, il y a un point positif. En France, on se germanise. C'est-à-dire qu'on commence à devenir des joueurs, un peu comme nos voisins allemands. Ça devient intergénérationnel. Tout le monde commence à jouer. Alors attention, on en est loin.
On en est loin. Moi, j'ai fait, à un moment donné, pour bosser sur un jeu, à la création d'un jeu, j'avais été avec des stagiaires et des collègues dans un café parce qu'il n'y avait plus de place à l'atelier. Et tout le monde s'est moqué de nous, quoi. Je leur disais, mais je vous assure, là, on est en train de travailler, messieurs, dames, si vous pouviez éviter de nous déranger. Et en fait, les habitués du RAD, ils se foutaient de nous, quoi, parce qu'en nous voyant jouer avec des cartes, un jeu de cartes de baston spatial, pour eux, c'était, bon, alors on était des gamins. Mais bon, les mentalités changent petit à petit, c'est normal, puisque, encore une fois, nous, les quarantenaires, les cinquantenaires, on est là et on a commencé à jouer jeunes. Mais il y a encore des irréductibles. Alors, les formats de découverte du jeu de rôle sous divers produits, juste à titre indicatif, mais peut-être que vous en avez déjà entendu parler, il y en a un qui se prépare chez Matago, qui s'appelle Destart, qui peut être une solution. Ça va être du jeu de rôle. On prend un univers connu. Alors, moi, je pense que ce qui est important pour faire découvrir le jeu de rôle, c'est prendre un univers connu, parce que déjà, vous avez fait la moitié du travail. Je sais pas, vous faites jouer au Seigneur des Anneaux à 4 adultes ou 4 enfants qui connaissent déjà l'univers. Ok, bon, vous n'avez pas besoin de présenter les choses. Après, c'est une question de règles. Encore une fois, les gens, ils n'ont pas besoin de connaître les règles si le meneur de jeu maîtrise tout sur le bout des doigts. Donc ça, c'est encore aussi, je pense, un point très, très important. Et justement, là, ce futur jeu qui se prépare, ça peut être un palliatif. Ils vont proposer une boîte avec des dés, etc. Tout ce qu'il faut, des parties de 1 heure. On prend un univers connu, on ne le dit pas dans la boîte, hein, quand même. On prend un univers connu et hop, c'est parti pour 1 heure de jeu avec un système approprié, etc., qui a été étudié pour ça. Et ça peut être une très bonne solution. Moi, je l'ai testé, ça marche super bien. Après, je ne dis pas, moi, je suis joueur depuis 30 ans, donc évidemment, ça va marcher. Je ne sais pas, après, auprès de quelqu'un qui a peu joué ou qui n'a jamais joué. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Ouais. Alors moi, je vais juste rebondir rapidement, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de questions. Pour les formats, en fait, c'est plutôt entre 30 minutes et 2 heures en convention, pour répondre un petit peu. Le coût d'entrée, je suis d'accord avec toi, ça va dépendre. Moi, ça fait 2 ans que je fais du jeu de rôle, donc là, je pense que je peux t'apporter mon petit brin d'expérience. Hein, c'est pas pareil pour tout le monde, mais je veux dire, on m'aurait pas tenu par la main pour aller justement jouer au jeu de rôle. Je pense que je n'aurais peut-être jamais essayé, je n'aurais jamais osé. On m'aurait pas vendu, comme tu disais, nos MJ sont nos pro-chevaliers, ce sont des fiers communicants. Le jeu de rôle, ça passe principalement par le bouche à oreille à la base. Après, il y a les boutiques, il y a aussi les lieux. Moi, je vois aussi, aujourd'hui, il y a plein d'initiatives. Il y a des livres audio pour le livre dont vous êtes le héros qui reviennent en force. Il y a une application qui commence à se mettre en place. Il y a des jeux avec le game design et le jeu de rôle, pourquoi pas. Il y a le jeu via Internet, etc. Le gros coût d'entrée, le ticket d'entrée, en fait, comme je l'ai dit, c'est l'immersion et en même temps... Voilà, il y a plein de jeux. Il y a Rêve, je crois, qui est de la FFJDR, qui peut jouer aussi avec, je crois, ça joue avec des enfants, je crois, hein, si je me souviens bien. Voilà, c'est gratuit. Il y a énormément de jeux qui peuvent se proposer sur des formats de 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Le problème, ça va être pour les personnes qui jouent depuis très longtemps de se faire en fait au public. Il y a différents types de public. Il y a le public qui va avoir aucun problème à jouer 4 heures. Il y a le public qui va avoir besoin d'une demi-heure. Il y a le public qui est un peu réticent, donc il vaut mieux le faire jouer une demi-heure, 1 heure, pour qu'ils puissent vraiment apprécier et avoir un petit goût. Il faut se faire en fait au public. Le coût d'entrée, c'est juste une question de comment va être le MJ avec la personne qui vient découvrir le jeu de rôle. Voilà. Et là, Farid, tu as mentionné, ainsi que Mélissande, que le MJ est quasi obligatoire pour faire découvrir le jeu de rôle. Eh ben, est-ce que c'est pas une sorte de goulet d'étranglement qui nous empêche justement d'atteindre plus grande masse? On est là à chaque fois à essayer d'initier quelques-uns. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres manières justement, donc c'est plutôt la question qui vient de ce côté-ci de la table, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens justement d'atteindre beaucoup plus de monde? Et puis là en fait je pense aux récentes vidéos de Joueur du Grenier avec son let's play aventure qui atteint, je crois que la première vidéo a dépassé son million de vues, les autres sont dans les centaines de milliers. Est-ce que c'est pas là une manière, justement, en faisant aussi des passages entre culture geek, d'atteindre beaucoup plus de monde et d'amener du monde justement au jeu de rôle? Alors, il y a une question à gauche là-bas. Je voudrais pas que tu attrapes une crampe, donc. Savoir quelles étaient
Alors, en l'occurrence, c'est moi qui suis allé chercher la personne qui a réalisé l'interview, et dans la préparation, on avait eu ce débat déjà. Voilà, donc c'est. Alors voilà, donc ton correspondant c'est moi. Tu te souviens peut-être de nos échanges, voilà. On n'était pas. Alors, il y a eu deux choses. Hein. Il y a eu le fait qu'il a donné 2 interviews, dont une qui avait été publiée très peu de temps auparavant, et qui contredisait un peu ce qu'il disait dans celle qu'on s'apprêtait à diffuser, d'une part, et d'autre part le fait qu'on n'était pas tous vraiment au sein de la rédaction de Dissident à laquelle je participe avec Sanne notamment, on n'était pas tous vraiment d'accord sur le sujet. Je me souviens assez bien de ça. Donc je crois que mon point de vue, le parallèle n'est pas bon. Voilà. Je trouve que pour moi, sa réponse c'était éclairant, hein, mais ça me paraît pas pertinent. Non, mais de toute façon, ouais, il y a 5 ans, avec tous les MMO qui existaient, les MMO, donc les jeux online multijoueurs, pourquoi pas, ouais. Il y a un temps où je brûlais un cierge tous les dimanches au saint patron des game designers, Robin Delos. Là, je m'en suis un peu remis. Mais pourquoi? Peut-être qu'il avait raison, mais à mon avis, aujourd'hui, c'est pas le cas. Comme je disais tout à l'heure, l'exemple que je donnais avec les étudiants qui le MMO se renouvelle plus, il n'y a rien de nouveau. Alors, je parle pas des petits détails, évidemment, gestion d'inventaire, de machin, de trucs, ok. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien de nouveau. Même en AAA, c'est la baston au graphisme, au moteur, au machin, ok, mais... À part ça, au niveau gameplay en tout cas, et liberté d'action dans le jeu vidéo, bof quoi. Bon, c'est pour ça d'ailleurs qu'on revient un peu, grâce à ça, on revient un peu à du vintage, à des jeux beaucoup plus abstraits, où le gameplay est très intéressant, mais ça c'est un autre sujet. Il y a quand même eu une tentative de bac à sable il n'y a pas longtemps dans le mémo, j'ai oublié son nom. Son problème, comme beaucoup d'autres, c'est qu'il a craché parce que 4 heures de file d'attente pour jouer, c'est pas possible. Alors, la question que je me pose sur l'initiation, par exemple, c'est parce que j'ai l'impression qu'on parle dans le vide, quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait de l'initiation que les gens vont se mettre au jeu de rôle derrière, comme n'importe quelle activité humaine. Hein, on la fait découvrir aux gens, et puis un certain nombre, ça leur plaît, un certain nombre, ça leur plaît pas. Du coup, comment juger? Est-ce que les initiations au jeu de rôle sont par exemple aussi porteuses que les initiations à un autre type d'activité? Et si je pose cette question-là, c'est que depuis le début de la conférence, j'entends très peu de faits en fait. C'est on pense que, on dit que, et je pense surtout qu'il manque beaucoup de faits. Et que sans ces faits-là, effectivement, on peut guère se faire d'idées en fait sur quelles sont les vraies problématiques sur lesquelles on peut agir ou pas. Non mais t'as raison, Damien. On a nos propres faits, notre propre expérience. Évidemment, c'est jamais suffisant. Hein. On n'a pas peut-être qu'il y en a, mais de stats assez larges en tout cas. En fait, mais ce qui se passe pour le jeu de rôle quand même aujourd'hui, d'un point de vue vraiment de socio des pratiques culturelles, si vous regardez ce qui s'est passé dans les années 70-80, en fait, ça a été une culture jeune, c'était un truc de culture jeune, le jeu de rôle. Ça a été des sociabilités entre pairs, ça s'est construit complètement entre pairs. C'est-à-dire des gens... C'est pour ça, quand vous évoquez de dire « j'ai pas lu », mais il y en a qui ont pas lu, enfin, il y en a bien qui ont commencé sans connaître, sans être initiés, et c'est ça qui s'est produit. Et ça a été un truc qui a renforcé les sociabilités entre pairs, les sociétés entre adolescents, et en fait, on arrive à un truc, mais qui est connu dans d'autres pratiques culturelles, ce moment où une population a vieilli et comment elle se reproduit du coup. Et comme le jeu de rôle il s'est construit complètement de façon horizontale, en fait maintenant on est dans une situation horizontale, enfin verticale, c'est-à-dire qu'on a des vieux entre guillemets, des vieux, et puis alors que c'est une culture qui s'est produite entre jeunes et entre pairs. Et donc on a ce paradoxe-là qui est difficile et qu'on voit dans le jeu vidéo notamment. Quand vous regardez les phénomènes de rétro gaming, vous voyez des jeunes, ils sont contents de voir les jeux auxquels jouait leur papa. Mais la réalité des pratiques, c'est qu'ils jouent pas à ces jeux-là. Et donc, la question du jeu, elle est quand même très très liée à la question de l'âge et du cycle de vie. Et qu'aujourd'hui, le cycle de vie des adolescents, la culture entre pairs adolescente, c'est la culture vidéoludique. Et ce qui fait que le jeu de rôle peut être sympa et tout, mais il y a cet état paradoxal quand même du jeu de rôle aujourd'hui qui est vraiment lié à une évolution démographique et culturelle des joueurs en fait en France. Et justement, est-ce que les habitudes des jeunes d'hier, des années 70-80, comparées à ceux d'aujourd'hui n'a pas changé? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont consacrer autant de temps
que nous avons consacré aux jeux de rôle, parce qu'ils sont bombardés d'informations, de produits, etc. Alors que je pense que c'était un peu plus tranquille pour nous à l'époque. Pour certains, c'était même, c'est un peu galvaudé comme terme, c'était un refuge, et qui permettait de faire plein de choses. Aujourd'hui, il y a du casual, qui permet de faire plein de choses, et on est plus tendance à essayer, à tenter et à jeter, et passer à autre chose. Alors, est-ce que justement, c'est peut-être plus difficile aujourd'hui ? Alors, je vais répondre rapidement, parce qu'on a encore pas mal de questions. Il y a plusieurs choses. Il y a le cycle vie, comme tu l'as cité. Après, on a quand même le jeune. Le jeune, aujourd'hui, il est polyactivité. Il fait plusieurs activités en même temps. Donc, le jeu de rôle, c'est chronophage. On l'a déjà cité. Donc, effectivement, au niveau de l'initiation, oui et non. Oui, ça va lui plaire. Et oui, de temps en temps, il va revenir. Je crois que j'ai parlé tout à l'heure. Quelqu'un me disait, les gens viennent et en fait... ils viennent jusqu'ici, par exemple, à cette convention, ils reviennent 2-3 ans après parce qu'ils ont envie de recommencer le jeu de rôle. Il y a les personnes qui, eux, ont connu le jeu de rôle enfant, qui n'ont pas pratiqué le jeu de rôle comme activité pendant des années et qui, à 30 ou 40 ans, retrouvent quelqu'un qui parle de jeu de rôle, d'un jeu de rôle qu'ils ont connu et qui recommence d'un coup. Vous avez les rôlistes qui, justement, fondent une famille, qui vont avoir des enfants, donc qui vont les initier quand ils vont grandir, mais qui vont arrêter de faire du jeu de rôle avec d'autres adultes, d'autres pairs. Voilà. C'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. La population, elle est quand même beaucoup plus dense. Il y a beaucoup plus de personnes, il y a beaucoup plus d'activités. Il y a une diversité, on va dire, un petit peu autant dans les loisirs que dans les voyages. On est un peu perdu, en fait, au travers de tout ça. Donc la question, c'est pas de savoir si le jeu de rôle est en crise ou si l'initiation apporte. L'initiation est de toute façon utile, parce que quelqu'un qui peut être initié autant en étant enfant, autant en étant étudiant, finit... Alors, je n'ai pas de chiffres pour appuyer ce fait, mais j'ai beaucoup de rôlistes qui sont revenus à Opale lors des conventions et qui m'ont dit, voilà, moi j'y ai joué étant enfant, j'y ai joué étant ado, et en fait, ça me plaisait énormément. J'ai pas eu le temps parce que j'ai fait d'autres choses. Et là, j'ai du temps, j'ai envie de reprendre le jeu de rôle. Donc c'est une question d'envie, c'est une question de motivation. Tu pourras jamais forcer quelqu'un à faire du jeu de rôle. Ou alors tu as fait un jet de dés qui est super génial, mais moi je sais pas comment tu fais. Effectivement, je voulais compléter. Effectivement, hein, c'est juste ici, un témoignage en fait, hein, transmettre une expérience et bon, des études sociologiques. Il y en a quelques-unes, il y en a pas beaucoup. Il y a eu aussi des enquêtes à différentes périodes menées par des magazines ou des blogueurs. Je pense récemment à l'enquête de Pitch, le TIAZ. Voilà, mais bon, c'est vrai que ça n'a pas de prétention scientifique, hein, bien évidemment. Et puis sinon, sur les conventions, on commence maintenant à voir arriver, je l'ai vu cette année pas mal, à voir arriver une distinction entre les nouveaux jeux et les vieux jeux, aussi dans les concours. Alors, certains mettent des dates. Qu'est-ce que c'est qu'un vieux jeu ? C'est un jeu qui date d'avant, alors ça dépend, 1995, 2000, 2005. Et on le voit aussi avec des journées consacrées aux jeux. Alors parfois ils les appellent classiques, les organisateurs de conventions, parfois vieux, enfin, etc. Et des journées consacrées aux nouveaux jeux. Bon, ou parfois même des quotas je l'ai vu sur une grosse convention récemment, des quotas de jeux amateurs ou indépendants. Voilà, bon, la politique des quotas aussi dans le jeu de rôle. Donc oui, effectivement, cette fracture un petit peu générationnelle peut se manifester comme ça. C'est des symptômes, voilà. Et attendez pour. Oui, mais moi je reviens juste pour la question de Damien, là, qui est très importante, qui demandait des choses concrètes. Et par rapport au travail de monsieur, le fabuleux travail de monsieur, alors aller chercher des gens pour les initier au jeu de rôle, c'est ce qu'il y a de plus difficile à mon avis, bravo. Et c'est pas évident parce que le retour, les conséquences, on les connaît pas trop, on sait pas si ça va marcher, et on sait pas combien vont rester dans le jeu de rôle. Par contre, il y a une chose qui est sûre, ce qu'il faut pas qu'on loupe, c'est qu'un gamin ou un adulte qui s'intéresse au jeu de rôle, celui-là, il faut pas le louper. Donc... non mais vraiment, c'est-à-dire que ça soit en magasin, en convention, sur les réseaux sociaux, etc., c'est que le gars, dès qu'il fait une recherche, moi je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place, hein, avec des grands anciens du jeu de rôle, qui veulent mettre des trucs en place. Il faut que le gars, le mec, le gamin, il fait une recherche sur Internet, il faut qu'il trouve quelque chose, une réponse
à sa recherche concernant le jeu de rôle, comment je peux faire, avec qui, etc. Ça, en tout cas, ça c'est sûr, il ne faut pas le louper. On peut travailler là-dessus, concrètement. Par contre, là c'est beaucoup plus difficile, comme le travail de monsieur, d'aller initier, d'aller chercher les gens et tout ça. Bravo, et j'espère que ça va mieux réussir. On va vraiment laisser, parce que c'est pas un moment. Attends, on va poser la question ici, après on reviendra là-bas. Le truc, c'est qu'il y a un endroit qui sont des ludothèques, où tout simplement il y a des gamins qui viennent jouer. Et moi j'ai un ami qui est ludothécaire, il a planqué la bonne paye, il a sorti HeroQuest, et il leur a raconté une histoire, et les gamins ils sont revenus toutes les semaines. Et ils n'en pouvaient plus, et j'ai pas entendu le mot ludothèque. J'en profite de vos bouches. C'est très bien cette ludothèque, mais là, dans l'exemple, on voit typiquement que le ludothécaire était rôliste. Donc il faut trouver déjà ce match. Ensuite, il y a quelques difficultés avec les ludothèques. En fait, le public des ludothèques est de plus en plus jeune. Donc il y a un peu comme un cercle vicieux, le public de plus en plus jeune. Donc est-ce qu'il faut adapter les jeux à ce public de plus en plus jeune, ou au contraire sortir des autres jeux, d'autres intérêts, comme par exemple le jeu de rôle pourrait en être un, afin d'intéresser encore les plus de 6-8 ans, afin qu'ils aillent encore à la ludothèque. Oh, en chronique oubliée, il y a plein de jeux pour enfants en fait. Il y a les contes ensorcelés, Petite sorcière. Après, il y a une autre question derrière, hein, c'est l'aspect un peu institutionnel. C'est vrai, on n'avait pas prononcé encore le mot ludothèque. Dans ma liste de contacts ludothèques, je pense que je dois avoir environ 90 contacts et régulièrement on essaye de se faire écho de ce qui se fait dans tel ou tel ludothèque. C'était à Auxerre la semaine dernière par exemple. Mais il y a comment dire, peut-être que ils ont leur logique, ils ont leur rythme, ils ont leur façon de voir les choses, et donc effectivement il faut avoir une personne ressource, ou il faut avoir quelqu'un qui puisse faire le lien, qui puisse faire le lien avec un club local, avec la Fédération française de jeux de rôle, etc. Donc ça part de personnes ressources. Et c'est peut-être pas exactement la même chose pour les gamins, c'est pas tout à fait la même expérience aussi. Mais oui, c'est intéressant comme entrée dans le monde du jeu de rôle. Ouais. En fait, il faut commencer par initier le ou la ludothècaire. En fait, il y a une étape de plus. Et puis, pour avoir enseigné le jeu de rôle à des ludothécaires, j'ai aussi vu le public des ludothécaires. C'est souvent des gens qui font ça à temps partiel et qui sont en fait intéressés à avoir en fait une occupation, avoir un contact avec les jeunes, les enfants, et pas forcément à aller creuser dans certains jeux. Donc il faut voir, comme tu disais David, leur façon de faire, leur intérêt même. Puis alors, avant que j'oublie, le premier réflexe d'un ludothécaire, c'est évidemment de s'abonner au magazine de jeux de rôle, hein, parce que c'est un support visuel, prescripteur important, donc il ne faut pas hésiter à leur conseiller de s'abonner. Alors, la question. Alors c'est pas seulement une question en fait, mais je vais essayer de faire comment. Mais ça répond en fait à plusieurs questions qui ont été posées. Alors déjà, je voudrais commencer par vous contredire sur le fait qu'on ne peut apprendre à jouer qu'avec un meneur de jeu. Ce qui n'est pas vrai, parce que moi j'ai appris le jeu de rôle sans meneur de jeu en fait à la base. J'ai commencé le jeu de rôle sans connaître de meneur de jeu, et au départ ce qui m'a amené vers le jeu de rôle, c'était simplement une image dans un catalogue. Alors, je peux te poser la question, ton premier jeu de rôle c'était quoi ? Mon premier jeu de rôle c'était le Star Wars. Mais en fait, c'est détourné, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, ce qui m'a fait m'intéresser au jeu de rôle, c'était pas Star Wars, c'était un autre jeu, c'était en fait la première édition de Shadowrun. Mais quand j'ai dû commencer à jouer, en fait, j'ai en fait voulu demander un cadeau à Noël. Et Shadowrun, en fait, c'était quelque chose que personne ne connaissait dans ma famille, et donc je savais que je pouvais pas les convaincre de me donner ça en cadeau. Donc c'est pour ça que je vais demander le jeu de rôle Star Wars.
Mais en fait, j'ai commencé à connaître le jeu de rôle avant de jouer au jeu de rôle, et j'ai commencé à m'y intéresser avant de pouvoir y jouer, en fait. Sachant qu'en fait, bon, à la base, moi, je suis un lecteur de livres avant d'être un rôliste, donc... pour continuer, j'ai pu faire des expériences justement sur l'initiation au jeu de rôle. Parce que j'ai été pendant quelques années animateur en accueil de loisirs, en centre de loisirs, et où on recevait pas mal de gamins, et où de temps en temps on leur proposait du coup un atelier jeu de rôle, où effectivement j'ai pu constater qu'il y avait très peu d'enfants qui redemandaient après à y jouer. On en a eu quelques-uns, mais qui étaient une minorité en fait. Et je me suis et en fait j'ai trouvé la réponse avec une autre expérience. C'est quand j'ai commencé à initier au jeu de rôle dans ma famille. J'ai commencé à initier mes petits frères et mes cousins. Lorsque je leur ai proposé la première partie de jeu de rôle, en fait, ils ne savaient pas ce que c'était parce que je leur en avais jamais parlé avant. Et je sais qu'entre eux, ils en faisaient pas déjà ni rien. Donc, ils savaient pas ce que c'était. Je leur avais proposé une partie et il y en a qui ont aimé et d'autres qui n'ont pas aimé, qui n'y sont pas revenus. Et entre autres, j'ai eu un frère qui a bien aimé. Et je pense que je sais pourquoi, parce que, connaissant son histoire, c'était un frère à qui on avait raconté des histoires en fait, avant de s'endormir tous les soirs, avant de se coucher, dont certaines, en fait, c'était moi qui lui avais raconté, d'autres, c'était d'autres frères ou même son père et sa mère. Et donc, il a eu une culture de l'imaginaire avant d'entrer dans le jeu de rôle. Et la façon dont je les ai fait jouer au jeu de rôle, c'était de prendre au départ quelque chose de très simple. C'est une histoire avec des géants et des nains. C'est très simple à visualiser. Les géants, c'est plus grand que nous. Les nains, c'est plus petit que nous. Il n'y avait pas besoin d'entrer dans un univers qui était déjà connu comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, ou qui sont super répandus. Je pense qu'en fait, une des clés pour initier le jeu de rôle, c'est de prendre quelque chose qui est visualisable, hein, où les jeunes ils peuvent facilement se le représenter en tête. Alors, sur ce que tu dis là, je pense qu'il y a une distinction importante et ça fait d'ailleurs un peu débat depuis quelques années dans le monde du jeu de rôle. C'est la différence entre faire des choix soi-même en tant que personne, dans une espèce de jeu où on peut le faire avec les tout petits, hein, avec des choses simples, mais avec des adultes aussi, des jeux philosophiques. Faire des choix, c'est-à-dire se jouer soi-même, il n'y a pas de personnage, et introduire une instance de distanciation, jouer un personnage. Et c'est effectivement c'est pas anodin quoi, cette distinction. Il faut, je crois, arriver à mettre une certaine distance que les enfants doivent apprendre à construire. Dans le jeu de rôle, il y a rôle, on joue un rôle. Et donc, de ce point de vue-là, quand on se joue soi-même, quand on se projette en imagination, quand on s'identifie complètement à tel point que ça devient soi-même le personnage, c'est pas vraiment du jeu de rôle. Il y a des adultes qui sont contre, qui veulent pas. Hein. Alors, ils jouaient un personnage, ils exploraient un univers. C'était pas juste des choix. C'était un vrai jeu de rôle que j'aurais fait faire. Ouais, donc il y avait des possibilités de choix, des possibilités en fait de se mettre à distance en fait. Ah oui. Même si c'était simple. C'était vraiment un jeu de rôle. Ouais. En fait, l'univers était très simple, mais c'était un vrai jeu de rôle. Et d'ailleurs, ils ont construit une partie de ce jeu de rôle parce qu'une partie en fait de l'univers, c'est eux qui l'ont construit. En faisant leur choix, en posant des questions et en disant, mais en fait, enfin, ils tiraient des conclusions en fait de ce que je leur donnais, c'est-à-dire que je leur disais il se passe ça et du coup ils disaient mais pourquoi le roi il fait ça, s'il fait ça, ça veut dire que. Mais participer à la narration, ça n'empêche pas. Mais ce qui est important, c'est d'avoir conscience que mon choix ne serait peut-être pas forcément le même que celui de mon personnage.
Je pense que c'est ça la distinction forte. D'accord. Oui. Alors, ah non, encore une question. Juste pour terminer. J'avais une question pour vous. On parlait des enfants à l'instant, vous parliez tout à l'heure de l'université, des grandes écoles. Et en fait, c'est une question que je me pose vraiment, c'est-à-dire à quel point on peut amener des adultes dans le jeu de rôle? Ou est-ce que c'est un truc... parce que je vous parle de mon expérience. J'ai été président d'une association de jeux de rôle dans une grande école. Qui s'appelle ? Et c'est HEC. Voilà. Et il se trouve que c'était une grande école de commerce. Et il y a eu deux choses. D'une part, c'était des gens qui étaient déjà rôlistes avant, qui étaient ensuite rôlistes pendant et qui sont toujours rôlistes après. Donc on était 10, mais enfin il n'y a pas eu de perte, mais on a réussi à recruter personne. Et ensuite, voilà, dans la hiérarchie sociale des présidents d'assos et des associations en école de commerce, là il y a le capitaine de l'équipe de rugby, et puis quelque part par là, il y a le lumpenprolétariat, dont le président d'association de jeux de rôle. Alors que, par exemple, j'avais des copains qui connaissaient bien l'IX, donc Polytechnique, et là, ça se passait... Enfin, c'est pas du tout le même statut, pour le coup. Donc, pourquoi j'amène tout ça? Parce que je me demande si l'âge, si c'est possible, après l'adolescence, de venir au jeu de rôle. Et par ailleurs, quel est le rôle des études, du type d'études, du statut social aussi? Bon, ça c'est un problème un peu plus vaste, mais si vous pouvez nous parler un peu de votre expérience dans les grandes écoles et dans les universités dont vous parliez tout à l'heure, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Alors, moi, c'est quelque part, c'est biaisé parce que c'est en général... Bon, alors, en université, Paris 8, c'était en sciences de l'information et de la communication. Et le game design a été apporté au sein de cet établissement en tant qu'outil pour la communication, pour le marketing, etc. Donc ça peut être game design jeu de plateau, game design jeu vidéo, game design jeu de rôle, etc. Il y a d'autres écoles, la grande école, IARTSUP, ICANN, etc., ISART, qui mènent vers les professions du jeu vidéo et autres maintenant, parce que moi je dis que je leur propose de s'orienter vers les agences de com qui commencent à embaucher des game designers, parce que le monde se gamifie. Moi, par exemple, je passe mon temps à gamifier les choses. J'ai enseigné l'escrime. Qu'est-ce que je faisais? Je gamifiais l'escrime. Je mettais des notions de jeux de rôle et de jeux vidéo. Pour les gamins, ils étaient comme des fous. Donc ils gagnaient des points d'expérience, et grâce aux points d'expérience, ils achetaient des pouvoirs qu'ils pouvaient utiliser à l'escrime, pouvoirs de combat à deux armes, paralyser les pieds de l'adversaire, etc. Moi, je faisais... D'ailleurs, on parlait là, dans la propagation... À chaque fois que j'ai travaillé dans le privé, dans le management, gestion, dès que je pouvais initier des gens le midi ou carrément monter un club dans la société, je faisais tout mon possible. Bon, je suis peut-être un peu... Et alors, auprès des jeunes adultes, je pense que quelque part, entre 18 et 25 ans, ils ont le cerveau suffisamment formé, prêt pour engranger des dizaines et des centaines de pages de règles et d'univers, de maturer, de mélanger tout ça et puis après de le proposer à leurs joueurs. Donc je pense que c'est plus facile, j'imagine, même si moi je m'en souviens à l'escrime, il y a des gamins, ce qu'ils adoraient, c'est de parcourir des dizaines et dizaines de pages de règles et retenir les notions techniques, etc. et de crâner auprès de leurs élèves en disant ouais, bah tu vois, le monstre machin truc, il fait ci, il fait ça, et ça leur donnait une stature particulière. Bon, alors, est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il faut être adulte, adolescent? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Pour jouer, non. À mon avis, on peut le faire à tout âge, dès 4-5 ans, je pense. Après, évidemment, il faut s'adapter au public. C'est pour ça que le rôle du meneur de jeu, qui pour moi est avant tout un animateur, je pense, pour moi, le meneur de jeu doit faire passer un beau moment à ses joueurs. C'est l'objectif premier, pour leur donner envie de revenir. Je sais, c'est un peu commercial, mais je crois que c'est le but. Et en tant que meneur de jeu, on a intérêt à faire en sorte que les joueurs demandent à recommencer le samedi soir d'après. Après, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte.
Et au sein de, je sais pas, quand j'enseigne en 3e, 4e, 5e année en grande école, bon, comme je disais, moi j'ai la chance, je les force un peu. Parce que ils sont là pour apprendre le game design et on met en place de façon démocratique au sein de la classe avec les 30 élèves, on met en place un choix d'univers, le choix des caractéristiques, des compétences, des machins. Alors c'est un truc un peu bateau, hein, genre il y a de l'inné, il y a de l'actif, etc. parce qu'il faut aller un peu vite quand même. Après ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour leur jeu de rôle et à partir de là ils ont une base. Je fais très court là. Hein. Ils ont une base et on met en place un jeu de rôle. Voilà quoi. Est-ce que j'ai répondu à ta question à peu près? Moi, je peux peut-être réagir sur le lien avec les études. Est-ce que certaines études peuvent favoriser le fait d'être rôliste? Oui, ça c'est sûr. En tout cas, les statistiques, les peu d'études qu'on a, même les études qualitatives reviennent très souvent. Il y a clairement un lien avec les études scientifiques, sciences dures, qui revient. Même s'il y a évidemment beaucoup de littéraire, hein, évidemment, on peut faire des généralités là-dessus, mais je renvoie notamment à un article très intéressant de Venceslas Lisée, qui est un sociologue qui a travaillé sur cette question-là, qui montre assez bien, et d'ailleurs ça se retrouve historiquement, hein, qu'il y a un lien notamment avec les études d'informatique et de technologie, des écoles d'ingénieurs. Moi, quand j'ai fait mon travail de thèse, c'était à Lyon. Le seul club de jeux de rôle, pourtant qui est à Lyon, quoi, le seul club de jeux de rôle de Lyon à l'époque, c'était à l'INSA, qui est l'école d'ingénieurs, une des plus grandes écoles d'ingénieurs de Lyon. Et d'ailleurs, ils commençaient à réfléchir à accepter des gens de l'extérieur parce qu'ils avaient des demandes, mais il n'y avait pas d'autres clubs, donc ils me disaient bon, on va accepter des gens qui ne sont pas étudiants à l'INSA bientôt, ce qui posait des problèmes logistiques. Et donc il y a une corrélation qui est d'ailleurs qui remonte assez loin, qui est historique, c'est-à-dire que dès les années 70, c'était un peu le même milieu, les premiers clubs de hackers universitaires et lycéens et les premiers rôlistes, et c'était des gens assez proches sociologiquement parlant, hein, plutôt classe moyenne, même classe moyenne supérieure parfois, et qui dans les mêmes temps inventaient ces genres de technologies et ce type de jeu. Et d'ailleurs, il y a plein d'anecdotes très connues, hein, dans l'histoire sur comment le jeu de rôle ou ce type de pratique autour de l'imaginaire a inspiré l'informatique, et à l'inverse, comment la culture mathématique, statistique de l'informatique a pu influencer les règles de jeu de rôle, des choses comme ça. Des tas de travaux, Stephen Levy sur les hackers par exemple travaille là-dessus, mais l'inverse, des gens qui travaillent sur l'histoire de la science-fiction, de l'imaginaire, ont beaucoup montré que l'imaginaire du cyberpunk, cyberespace, était très très conditionné par ces liens entre très très ténus. Pour moi d'ailleurs c'est ça qu'on appelle la culture geek, hein, c'est ces liens entre ces deux-là. Et qui aujourd'hui c'est très dur de sortir de ça. Ce qui aussi en partie explique pourquoi c'est beaucoup plus à l'origine des hommes que des femmes, parce que c'est dans un milieu doublement très masculin, la science-fiction étant déjà un genre assez masculin, l'imaginaire en général, et en plus la technique étant phagocytée par les hommes depuis les années 60 à peu près. L'informatique a été renversée par les hommes dans les écoles en tout cas. Donc ça a créé un lien très fort entre les deux. Donc désolé pour l'école de commerce, ça a dû être dur. Moi j'ai un exemple pragmatique. Donc j'ai été présidente de l'éphémère club de jeux de rôle de l'ENS Lyon. Et en fait c'était un échec, hein, puisqu'on est arrivé 3 et on est reparti 3. Et effectivement ça corrobore ce que tu dis, parce que l'ENS Lyon c'est plutôt des littéraires, c'est plutôt des filles. Il y avait peut-être moyen avec l'ENS Lyon scientifique, mais voilà, et les seuls qui m'ont tendu la main, pourtant j'ai tendu la main faire Ulm, mais voilà, c'est l'X. Voilà, et donc je me suis retrouvée en étant à l'ENS Lyon à aller faire la convention de l'X, ce qui était quand même un peu débile. Et voilà. Et effectivement, certaines écoles ont une tradition, je pense à Super Héros à Toulouse, l'X, etc. Et d'autres pas, donc tu as dû un peu souffrir, mais en même temps, à vaincre sans péril. Ouais. Et effectivement, on observe que c'est souvent plutôt dans des facs de sciences que ça se passe. Lorsque je vais faire les conventions en Bretagne, que ce soit à Rennes, à Vade, à Brest, etc., je me retrouve le plus souvent dans des facs de sciences. Ça, c'est une chose. Et puis, il y avait un deuxième élément rapidement. Est-ce qu'on peut initier des gens qui ont, je sais pas, passé la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine? Ça arrive, c'est rare quand même, mais moi j'ai vu des gens qui avaient entre 50 et 60 ans découvrir le jeu de rôle. C'était il y a 2 ans par exemple au club Pythagore à Provins. Il y a des gens qui n'avaient jamais joué, qui avaient je pense passé la cinquantaine, hein, et qui ont beaucoup apprécié et qui ont rejoué l'année d'après. Donc c'est possible, évidemment, c'est pas le cas le plus courant. Une fois par an. Ah, il y a des gens, alors ça c'est encore un autre point qu'on n'aura pas le temps de développer, mais il y a des gens qui ne jouent qu'en convention aussi.
Il y a une petite difficulté aussi avec les adultes et les gens quarantaine, cinquantaine, 60. C'est l'image du jeu en elle-même, parce que pour certaines personnes, le jeu, c'est quelque chose que font les enfants. Et si un adulte joue au jeu, il va probablement au casino, ou il a une dépendance, que sais-je. Donc il y a des deux côtés une image qui est associée au jeu, avant d'être associée au jeu de rôle, qui peut influencer. Oui, il a fait juste une micro-réaction sur les milieux des grandes écoles et des universités, et puis du coup une question aussi. Moi j'ai été à l'ENSUM entre 2005 et 2009, il y avait un club de jeux de rôle, mais il n'y avait pas vraiment de lieu, c'était juste une page web avec écrit club de jeux de rôle, une adresse mail, et on écrivait l'adresse mail et ça permettait de contacter des joueurs et de former des groupes. Donc j'ai pas vraiment... j'ai plutôt joué au jeu avec des gens que je connaissais déjà avant, que je connaissais encore après. Apparemment, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, alors l'ENSUM, il y a des littéraires, il y a des scientifiques, mais tout ce qui était club, il y a une BD Tech qui est très riche, il y a une SF Tech qui fait aussi Manga Tech maintenant, etc. Mais c'était en large majorité des scientifiques. Bon, moi j'étais littéraire, mais j'étais un peu le mouton noir ou le loup blanc. Alors il y avait une ou deux autres littéraires régulièrement qui se succédaient au titre d'exception à la règle, mais c'était quand même globalement des scientifiques, malheureusement. Enfin, j'aurais bien plus d'équilibre. Du coup, en revanche, ma question, c'était, j'ai entendu parler dans les pages de Casus Belli ou sur les forums d'un temps mythique où aurait eu lieu la toute première partie de Donjons et Dragons en France, ou bien en tout cas la toute première campagne, qui apparemment aurait eu lieu à l'ENSUM avec des joueurs, pour certains célèbres ou futurement célèbres, du type Marcella Froideval, etc. Alors, c'est un peu auréolé des names de la légende ou tout ce qu'on veut, donc si jamais il y a des gens qui ont des choses plus vraies là-dessus ou plus précises, ça m'intéresserait. Il y avait quelqu'un encore eu vraiment la dernière question. Ouais, vas-y. Ça va être l'occasion d'une petite interview. Ça te donne une idée de vidéo, Farid? Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, Guy Zerix, s'il était là, il pourrait répondre, qui est un peu le grand-père du jeu de rôle en France. Il le sait que j'appelle comme ça, mais et lui, là, justement, il était un des premiers à être présent à Rudulm et à découvrir le jeu de rôle. Alors c'était surtout des joueurs de diplomatie qui étaient présents et de wargame et qui ça fait penser à une interview aussi. Et donc voilà. Et effectivement, le jeu de rôle a été découvert là-bas. Par Donjons et Dragons, bien sûr. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point Donjons et Dragons a influence toujours le jeu aujourd'hui. Même le jeu vidéo, il y a plein de termes qui viennent du jeu de Donjons et Dragons, c'est incroyable. J'imagine que tout le monde ici, vous le savez. Donc les XP, les points de vie, les machins, les trucs, c'est la folie, quoi. Si Donjons et Dragons n'avait pas été là, imaginez si quelqu'un un jour peut écrire un article dans un magazine, n'est-ce pas? Casus Belli, Jeu de rôle mag, Dissident, etc. Imaginez une uchronie Donjons et Dragons n'a jamais existé. Ah ouais, qu'est-ce que sera le monde aujourd'hui? Le monde du jeu aussi. Ça, c'est pas évident. Je vous propose vraiment la dernière question. Puis il va falloir boucler après. Et un personnage très important du jeu de rôle, qui est arrivé rue d'Ulm, où était Guy Zerix, Marcella Froideval, etc. C'était le fameux Gros Bill, voilà, qui était présent là-bas. Et j'en profite, puisqu'on est tous là, pour faire une petite photo pour Didier, puisque je suis en train de lui dire qu'on parle de lui, donc je lui envoie une petite photo, souriez. Voilà. Comme ça, il aura la preuve sur le vif. La dernière question, donc, puisqu'on est sur une table ronde sur les pratiques et usages en JDR, moi je voulais parler du storytelling de manière générale, qui est quelque chose qui est utilisé dans tous les domaines actuellement, en marketing, en management, en politique, ce genre de choses. Quelle est la place du jeu de rôle, d'un meneur de jeu, d'un rôliste, d'un spécialiste en geek, d'un professeur de game design? Quelle est sa place, sa responsabilité face au storytelling qui envahit le monde? Enfin, la revanche des geeks est là, le storytelling règne sur le monde. Comme je disais tout à l'heure, moi je pousse mes élèves au lieu de se dire, parce que faut pas se cacher, le monde professionnel du jeu vidéo est très complètement, largement bouché, et que de s'orienter vers d'autres éléments, comme je disais, la communication, marketing, etc. Mais pourquoi pas aussi aller voir des partis politiques. Et de toute façon, ils l'utilisent déjà. Mais vous savez que la gamification, ouais, exactement.
Et la gamification, qui utilise en partie le storytelling d'ailleurs, la gamification, ça se fait depuis la nuit des temps. Je ne sais pas si vous avez connu avec vos parents sur RTL, la valise RTL. On faisait déjà des jeux, vous savez pourquoi? Juste pour garder les auditeurs en ligne et qu'ils écoutent RTL toute la journée. Moi, je me souviens de ma maman, quand je rentrais le midi pour aller déjeuner, eh ben, il y avait RTL qui était allumé et surtout, elle ne loupait pas, elle se disait « on ne sait jamais s'il passe dans le coin ». Donc et voilà, déjà, il y avait des jeux qui étaient en place pour garder les auditeurs à l'antenne. Mais il n'y avait pas que ça. D'autres... Ouais, David alors, je vais faire vite alors. Oui, moi peut-être plus que le storytelling, mais ça en fait partie, et on en a parlé toute la journée aujourd'hui, ce qui a amené le jeu de rôle dans la communication, dans le monde ludique, dans la pop culture, c'est le fait de créer des mondes qui sont ensuite des terreaux participatifs, immersifs, bac à sable, qu'on s'approprie. Et cette attention qui est importante dans le jeu de rôle, c'est pour ça que c'est un peu des geeks informaticiens à la base qui faisaient attention au code. C'est pareil, il faut faire attention à la cohérence du monde, aux détails, parce qu'après on donne ça aux gens, ils en font des choses. Les marques essaient de faire ça, les politiques essaient de faire ça, les médias essaient de faire ça, de créer. On est plus qu'une marque, on est un univers, et autour d'un univers il y a toujours une communauté. Et ça c'est très inspiré du jeu de rôle et des pratiques ludiques depuis très longtemps. Et ça c'est vraiment en train de se diffuser. Alors après, est-ce que c'est dévoyé ou pas, c'est un autre débat, mais j'ai l'impression que c'est plutôt ça que vous pensiez, mais voilà. Mais pour conclure, c'est vraiment la réflexion par rapport à tout ce que vous avez dit. En fait, je me demande si, de façon un peu provocante, on pourrait pas dire que le jeu de rôle, c'est embourgeoisé. Non, mais au sens où la question de la socialisation, quand on regarde les enquêtes sur les années 80-90, le jeu de rôle était un marqueur identitaire, en fait. Était un marqueur identitaire fort, une culture jeune. Et quand on regarde même les contenus éditoriaux, il y avait quelque chose, ce que Très Mail montre ça assez bien. Dans les productions françaises, il y avait un truc très contestataire, en fond, dans le jeu de rôle. Toute la production Cirrhose, l'époque de Cirrhose et tout ça, de paranoïa, ça a été évoqué. Et je me demande si dans le débat qu'il y a, c'est-à-dire cette espèce de rupture un peu générationnelle, d'usage de... C'est pas un témoignage, alors pour être moins politique ou marxiste, pas dire bourgeoisement, mais d'une légitimation qui explique peut-être l'état de la pratique aujourd'hui du jeu de rôle. Tu veux dire si le jeu de rôle est élitiste? Non, pas élitiste, c'est devenu un truc parfaitement intégré et a perdu du coup ce qu'il a pu avoir à un moment, c'est-à-dire d'être une culture un peu contestataire ou en tout cas un marqueur identitaire. Sur la dimension identitaire, c'est clair qu'il y a un changement. Mais justement, moi, si j'ai vu émerger le terme geek et le terme culture geek, c'est parce qu'il y a eu le terme rôliste avant. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que les enquêtés que j'ai enquêtés de 18 ans à 45 ans, les enquêtés les plus âgés me disaient, moi, le mot geek ne me parle pas, je me sens pas partie d'une communauté geek, ça n'a aucun intérêt pour moi, parce que moi, je suis un rôliste. Mais pourtant, j'adore la littérature de SF, le jeu vidéo, donc il s'inscrivait dans une culture qui va au-delà du jeu de rôle. Mais rôliste avait dans les années 80 clairement un sens identitaire, il y avait une communauté. Et si le jeu de rôle a un peu perdu et que geek a pris, et que le terme rôliste a perdu et que geek a pris, c'est parce que ces jeunes-là, maintenant, ont repris le terme geek en disant, voilà, c'est mon identité, et ça inclut aussi le jeu de rôle, le jeu vidéo, etc. Mais c'est une réappropriation d'une identité qu'ils avaient perdue parce qu'il faut se distinguer des générations précédentes, etc. D'autant plus que le jeu de rôle fait plus peur à personne. Je veux dire, il a fait peur, il fait plus peur à personne. Non, mais ça témoigne de quelque chose, ouais. Un truc important à dire, c'est que le mot geek aussi, il est passé dans le monde mainstream par argent. C'est-à-dire c'est l'argent qui a décidé que ce mot-là, parce qu'il avait une utilité. Je suis pas sûr que ce soit les gens qui se le soient appropriés, quoi. Or, le rôliste, le mot rôliste, il est venu essentiellement par la communauté. En dehors de l'argent, il n'y avait pas de grands médias dominants. Donc c'est au contraire le repli identitaire rôliste. Alors que geek, c'est tout d'un coup, voilà, l'argent emporte tout, c'est ce qui marche, c'est ce qu'on aime, alors on est content que ça marche, mais en fait c'est parce que l'argent diffuse l'information à tout le monde. Ça, on peut le dire à peu près pour tout, parce que dans les gens qui se revendiquent geek, vous avez encore aujourd'hui, évidemment, ils sont noyés sous une masse de gens, évidemment, mais il y a encore beaucoup de gens qui disent geek, c'est aussi logiciel libre, résistance à Apple, et voilà. Donc, il y a des franges à l'intérieur qui sont noyées dans leur radicalité par un embourgeoisement, clairement, en effet. On revient toujours à ce que je disais depuis le début, c'est que tout ça est né dans les années 70, à une époque de contre-culture. Et donc, c'est sûr que Steve Jobs, qui fumait des joints, jouait du jeu de rôle, et voilà, il est devenu le monstre qu'on connaît. Et c'est vrai, c'est un symbole de cette forme d'embourgeoisement, et qu'en France, on a connu avec 10 ans de retard, mais qui est un peu la même chose. Je vous propose de terminer ici, désolé, c'est un peu frustrant, mais on a des séances de dédicaces. Merci à vous. Oui, donc il y a une dédicace à la librairie Caribde. Donc c'est un atelier, ouais, voilà.